Ça fait 15 ans. Moed Altrad, lui, n'a pas de yacht. Il préfère les jets. Allez, on avance. Et à 67 ans, le milliardaire en possède 2. C'est plus pratique. En fait, il ne faut pas le considérer comme un luxe, c'est un outil de travail, rien d'autre. C'est un besoin. C'est un besoin et presque une nécessité. Allez, c'est parti. D'origine syrienne, Moed Altrad est arrivé en France il y a 50 ans, sans un sou en poche. Aujourd'hui, c'est la 61e fortune française. Il est à la tête d'une multinationale du BTP qu'il a créée de toutes pièces. Son groupe fabrique échafaudages et bétonnières. Chiffre d'affaires, plus d'1 milliard d'euros. C'est le leader mondial. 115 filiales réparties dans le monde entier. Une belle réussite qui démarre dans le sud de la France, près de Montpellier. On va traverser un peu la ville. C'est dans cette région qu'il a élu domicile à l'âge de 17 ans. À l'époque, Moed Altrad vivait modestement. Aujourd'hui, il possède un domaine de 3 hectares avec bâtiments d'exception et des voitures de luxe. Il y a une Lamborghini et une Ferrari, donc c'est très peu utilisé, mais je ne suis pas un amateur de vitesse, mais juste pour l'esthétique, juste pour la forme, l'élégance de la chose. Vous les conduisez jamais? Si, chaque année, ils font 2-3 000 km, pas plus que ça. Il y a aussi les piscines, 2 en extérieur et une autre à l'intérieur, avec hammam et jacuzzi. Emma, bisous. Autant de signes extérieurs de richesse et de réussite. Pour autant, il y a une chose sur laquelle le milliardaire ne transige jamais. C'est l'éducation de ses enfants. Et toi, Emma, alors raconte. Hein. J'ai eu 19,5 en maths. 19,5 en maths? Ouais. C'est pas assez, hein? C'est pas assez. Le père de famille ne plaisante qu'à moitié. Lui n'a pas eu autant de chance étant jeune. Né en Syrie, dans une tribu de nomades, il ne découvre l'école qu'à 10 ans et c'est à force de travail qu'il décroche son bac et une bourse pour étudier en France. Un tournant dans sa vie. Ça, je venais d'arriver en France, en fait. Puis il y a beaucoup de chemins, c'est sûr. Ça ressemble pas à ce que je suis aujourd'hui, c'est sûr. Mais ça se trouve, c'est quand même le départ, quoi. Parti de rien, le patron a installé son siège dans sa propriété. Il partage aujourd'hui les fruits du succès de son groupe avec ses employés. Il leur verse 20% des bénéfices de la compagnie. Parmi les clés de succès, qu'on appelle les clés de succès d'un groupe comme ça, eh bien, c'est d'accepter qu'une partie de ce bénéfice revient aux salariés. Culpabilité ou fibre sociale? Il finance aussi nombre d'associations comme le club de rugby de sa ville, Montpellier. Un investissement à perte. Oh, Steve. Philanthropie ou besoin d'asseoir sa notoriété, pour lui, c'est un juste retour des choses. On ne peut pas s'enrichir dans un pays et dans le même temps refuser de rendre une partie de cette richesse parce que ce n'est pas la règle de jeu. Et à l'image de rugby, il faut jouer loyal, il ne faut pas jouer déloyal. Comme Moed Altrad, 12 nouveaux Français sont entrés dans le club très sélect des milliardaires l'année dernière. En tout, il y en a 67 dans l'Hexagone. Notre pays compte même près de 2 millions de millionnaires. Et certains experts prédisent qu'ils seront près du double dans 4 ans. Contrairement aux idées reçues, on peut devenir riche en France. L'un des derniers à avoir franchi ce cap, le seuil du million, c'est lui, Steve Burgraff. Il est entrepreneur. C'est tous les jours comme ça, je pars entre 7h et 7h15 et quand je démarre, j'ai toujours l'impression d'être en retard. Voilà, je connais pas beaucoup de gens qui réussissent sans beaucoup travailler et démarrer tôt. On démarre avec une petite longueur d'avance. Il travaille 6 jours sur 7. Après des affaires malheureuses, il a monté cette chaîne de restaurants de burgers de luxe. Il l'a créée en moins de 3 ans.
Bonjour, bonjour tout le monde, salut Bakary, ça va? Tout ça, ça part pour nos restaurants. Donc voilà, l'idée, c'est si tout est artisanal. Et aujourd'hui, il y a 150 personnes dans la société, et on était 3 il y a 3 ans. On n'est pas une start-up d'Internet, hein. On est une start-up de la bouffe. Aujourd'hui, son affaire pèse 12 millions d'euros. On a un Big Fernand senior, les gars, s'il vous plaît, un Big Fernand. Sors-moi un beau Bartholomé, s'il te plaît. Bartholomé de suite, senior. Ah, Bartholomé senior, les gars, attention, il est senior. La star, c'est lui. Voilà. Et quand on l'ouvre, la poitrine est grillée, les herbes fraîches, c'est lui qui nous fait vivre. 12 € le burger tout de même, mais ces 10 restaurants ne désemplissent pas. Alors, Steve Burgraff veut aller encore plus loin. La France ne doit pas être montrée du doigt comme un pays où il est difficile d'entreprendre. Il y a matière à. Vous voyez le monde qu'il y a aujourd'hui dans ce restaurant, il y a matière à. Dès qu'on a les idées, qu'on met le travail derrière, la force, la volonté, il y a matière à partout. Et en France aussi. Cet après-midi, le nouveau roi du hamburger français a rendez-vous à l'ouest de Paris sur ce chantier. Une zone commerciale qui devrait ouvrir dans quelques mois. L'entrepreneur envisage d'installer un nouveau restaurant. Et donc, cette cellule fait 202 mètres carrés. Un emplacement à 350 000 €. Il a aussi l'ambition de se développer à Londres et à Hong Kong. L'idée, c'est de pouvoir faire rayonner cette marque dans le plus de pays possible. Voilà. On se plaint toujours de la France. Ben, nous, on va se servir de la France pour aller vendre nos produits. Un travailleur acharné qui commence à profiter de sa fortune le dimanche, à Chantilly, avec sa compagne. Ça va bien ? Il vient de s'offrir des chevaux de course dont il ne veut pas dévoiler le prix. C'est des beaux petits modèles. Alors elle, c'est un grand modèle. C'est Hégémonie, c'est la première. La première qu'on a achetée là au mois d'août. Voilà, et qui va commencer à courir, ben, on espère cette année. Chérie. Son argent, il l'investit dans sa passion. Aujourd'hui, il fait partie des Happy Few. Une belle réussite, mais teintée par la peur de perdre sa mise. Des fois, les réussites sont fulgurantes, mais aussi les chutes sont fulgurantes aussi. Réussir, c'est bien, mais il faut pouvoir durer surtout. Donc, c'est ça qui est compliqué en fait. Ça y est, Steve Burgraff est lancé au galop sur la route de la fortune. Mais au fait, c'est quoi être riche? C'est une notion très relative, car il y a toujours plus riche que soi. L'échelle des revenus donne quelques indications. Un enseignant, par exemple, avec 10 ans d'ancienneté, gagne 2 200 € par mois net. Il fait partie des 26% de Français les mieux payés. Le médecin généraliste, lui, touche 5 700 € net mensuels. Il appartient aux 3% les mieux rémunérés. Quant au notaire, avec 13 000 € par mois, il figure dans les 0,4% les mieux payés. Et puis, tout en haut de l'échelle, il y a les grands patrons, les artistes renommés, les sportifs de haut niveau, qui gagnent en moyenne 200 000 € chaque mois. Ils ne sont que 0,003% des Français, soit 1500 personnes. En principe, plus on gagne, plus on paye d'impôts en proportion de son revenu. Mais ce n'est pas le cas, grâce aux niches fiscales qui permettent de réduire son taux d'imposition. Acheter un cheval, une œuvre d'art, un château, ou mieux encore, en hériter. Hubert de Moroge n'a rien fait pour posséder une telle demeure du XVIIe siècle. Il est juste bien né. Ah, une bonne flambée, ça c'est sympa. Je pense, avec ce temps-là. Il vit avec sa femme à Effiat, un petit village près de Vichy, dans le centre de la France. Ça sent bon, dis donc, t'as préparé de bon. Cette propriété est dans sa famille depuis 5 générations. Là, c'est mon grand-père qui était officier de cavalerie. On a ici Hubert de Moroge, mon arrière-grand-père. Un peu rustique. Ce château vaudrait entre 2 et 3 millions. Et quand on lui demande s'il se sent riche... J'ai pas grand-chose, hein, j'ai pas de fortune personnelle, si vous voulez. Ma fortune, elle est là, hein, donc elle est étalée au grand jour. C'est du patrimoine, il n'y a pas de liquidité, c'est que du patrimoine.
Avec un tel patrimoine, le châtelain devrait payer l'impôt sur la fortune. Pourtant, il n'en est rien. Ce château est classé, et en France, une loi donne aux propriétaires de monuments historiques de substantiels avantages fiscaux. Tous les coûts d'entretien sont déduits de sa feuille d'impôt. Ce château est un petit paradis fiscal à lui tout seul. La route était bonne. Aujourd'hui, Hubert de Morroge a rendez-vous avec son notaire qui gère son patrimoine. Entrez, François. On va aller dans le salon à gauche. Avec un peu d'astuce et de bons conseils, on peut échapper à l'impôt. Allez-y. Aujourd'hui, il s'inquiète des droits de succession que devront payer ses 3 enfants. Alors Hubert de Morroge a décidé de leur faire une donation. De son vivant, il peut léguer à chaque enfant 100 000 € de patrimoine tous les 15 ans, sans payer un centime au fisc. L'idée, c'est de rentrer dans un système où on a la taxe la moins importante possible en restant complètement dans la légalité. C'est ça. Alors, évidemment, si elle était encore moins importante, ce serait mieux. Mais enfin, déjà, aujourd'hui, c'est un système intéressant. Hubert de Morroge se contente d'une optimisation fiscale en France. Difficile de partir avec son château sur le dos. Pour d'autres, c'est plus facile. Genève, au bord du lac Léman. On y retrouve nombre de fortunés. Bonjour, vous allez bien? Bien, merci. Merci. On va mettre un franc là, pour le... Comme Marc Chatila. Il est joaillier d'origine libanaise. En France, quand on regarde quelqu'un de l'extérieur, on le voit avec une belle voiture, ben on fait un égal voyou, on fait un égal c'est pas normal. Donc son argent, il l'a fait illégalement, aux gens passent. Il partage sa vie entre la Belgique et la Confédération helvétique, où il a installé ses bureaux. Sa fortune est évaluée à plusieurs centaines de millions d'euros. Il la doit en partie à ses bijoux qu'il vend dans le monde entier. Je crois que c'est une parure qui vaut à peu près dans les 1,5 million d'euros. C'est des grosses pierres, des poires top qualité. Aujourd'hui, notamment, on a beaucoup de clients du Moyen-Orient, mais aussi des collectionneurs. Et surtout, le meilleur ami des femmes. Il y a 10 ans, il habitait en France. Mais après des bisbilles avec le fisc, il a jeté l'éponge. Le problème que nous avions, c'était que il faut connaître très bien les lois françaises. Il faut connaître les tenants et les aboutissants. Le travail était très bien, sauf qu'un jour ou l'autre, tout bascule. Ils m'ont collé un abus de biens sociaux qui m'a fait valoir 2 ans de bataille, de travail, et pour à la fin être blanchi de tous les côtés. Aujourd'hui, le joaillier a diversifié ses affaires dans l'immobilier et les nouvelles technologies. Son groupe emploie 380 personnes. Une réussite loin de l'Hexagone, ce qui ne l'empêche pas d'y revenir régulièrement. On y va? Je suis souvent sur Côte d'Azur et sur Paris. J'aime beaucoup. Je dis, la France est... moi et la France, c'est une grande histoire d'amour. Histoire d'amour pour les vacances, pas pour les affaires. Direction Megève, en Haute-Savoie, pour repérer un chalet. Bonjour, vous allez bien? Bienvenue. Merci. 15 minutes de vol pour se retrouver dans un décor de rêve, au sommet d'une montagne, dans ce chalet haut de gamme avec 5 chambres et le confort digne d'un grand palace. Les chambres, c'est là-haut. Un chalet magnifique comme ça, il y a beaucoup d'histoires. Quand tu vas maintenant à Dubaï et tout ça, tu peux acheter une histoire, le passé. Megève, c'est un endroit féerique. La qualité est restée, les valeurs sont restées. On peut encore aller chez le boucher, acheter une bonne viande et avoir le plaisir de parler avec le boucher. C'est ça qui est bon en France. Un luxe et une authenticité que les grandes fortunes ne trouvent nulle part ailleurs dans le monde. À 28 000 € la semaine.